Je suis pas du tout misogyne. Je suis pas du tout misogyne, alors là, j'interdis qu'on dise ça. D'apparence et de dehors, elles m'ont l'air parfaitement hystériques et mal baisées. Je ne suis pas votre secrétaire. La secrétaire de qui alors? Des femmes battues, il y en aura toujours. Personnellement, je bats pas la mienne, bien que parfois j'en ai envie. Pardon, je me suis encore perdu dans ton décolleté. Mais pourquoi on les aime pas, les féministes, déjà? Et nous commencerons dès que Thaïs sera allé nous faire 2 petits cafés. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sexisme Invisible, un podcast écrit et réalisé par Le Foilier et produit par La Brèche. Première saison, le sexisme invisible du sport professionnel, épisode 9, viol et VSS, la rançon de la gloire. Les VSS ont longtemps été mal comprises, mais dorénavant, la littérature féministe nous permet de nettement mieux les comprendre et donc de les combattre efficacement. Est-ce étonnant que le sport soit le terreau de prédateurs qui s'en prennent aux jeunes champions et aux jeunes championnes? Certainement pas. Ce sera la thématique abordée aujourd'hui, on parlera de violences sexuelles. Ainsi, si vous êtes sensible à ces questions, n'hésitez pas à écouter cet épisode accompagné d'une personne de confiance. Rentrons dans le vif du sujet. Dans l'épisode précédent, on avait vu à quel point la pratique sportive, en particulier la pratique sportive à haut niveau, était un facteur de risque de reproduire de la violence sur les sportives. Et on s'en était inquiété, en particulier sur le fait que les sportifs et les sportives mineurs qui subissaient ce genre de choses, on avait l'impression que c'était plus ou moins acquis qu'en société, oui, la maltraitance sur des mineurs dans le cadre du sport était tolérable. Comme si le sport, finalement, était un champ qui échappait à tous les autres champs sociaux. Dans ce domaine-là, on tolère que des mineurs soient maltraités. Dans ce domaine-là, on tolère que des mineurs puissent souffrir de brimades, de réprimandes. Et on avait entendu quelques témoignages qui allaient en ce sens-là. On va construire l'épisode d'aujourd'hui différemment. On ne va pas construire l'épisode de la même façon. Je ne vais pas vous passer de témoignages. D'une part parce que c'est insoutenable, d'autre part parce que vous imaginez très bien ce que l'on peut entendre en ce qui concerne les violences sexuelles. Mais à la place de ça, on va se poser quelques questions. Très récemment, la Fédération française de football est tombée dans une sorte de grande tempête médiatique, puisque l'on a découvert que son président, Noël Le Graët, avait protégé des formateurs qui s'étaient rendus coupables de faits de pédocriminalité absolument gravissimes. Et il faut qu'on réfléchisse à ces questions-là systématiquement de façon un petit peu générale. Il faut toujours prendre le problème de façon systémique et ne jamais s'arrêter à des faits et ne surtout pas les considérer comme des faits divers. Ce sont des faits sociaux. L'accumulation de ces dérives-là nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe justement? Pourquoi le sport est un énorme facteur de risque de reproduction de VSS, de violences sexistes et sexuelles, d'agressions sexuelles ou de viols? Et pour comprendre ça, il n'y a pas mille solutions. Il nous faut la littérature féministe. Il nous faut les écrits de Geneviève Fraisse, il nous faut les écrits de Pauline Delage, il nous faut les écrits de Christine Delphi, il nous faut les écrits de Simone de Beauvoir, il faut les écrits des féministes pour comprendre que le viol, l'agression sexuelle, c'est avant tout la conséquence d'un rapport de pouvoir, d'un rapport de domination. Et comment ça fonctionne? D'un point de vue sociologique, on considère qu'il existe des raisons qui permettent de produire des individus qui sont détenteurs ou détentrices d'autorité et qui, dans certaines circonstances, peuvent abuser de leur autorité. Nous avons des relations qui sont parfois des relations tout à fait équitables, ce qui est le cas dans une relation de couple saine, dans une relation amicale saine, où personne n'a d'ascendant sur l'autre. Mais il existe toute une autre série de relations dans lesquelles il y a des rapports de subordination. Un patron, par exemple, le rapport qui peut exister entre l'employé et le patronat, mais également le sport, bien sûr, le lien qui peut exister entre un coach et la personne qui s'entraîne. Il peut exister des rapports asymétriques quand il y a des écarts d'âge dans une relation. Personne qui a 50 ans, qui entretiendrait une relation affective de quelque façon que ce soit avec une personne qui a 20 ans a une forme d'ascendant. Ce que nous dit la littérature féministe, c'est qu'à partir du moment où il y a conflit dans ces relations, il y a deux possibilités. Soit le conflit est sain. Le conflit est sain, les deux personnes ont des choses à se dire mutuellement et les deux personnes se considèrent comme des égales,
disent ce qu'elles ont sur le cœur, et dans ce cas-là, le conflit est parfaitement sain, il est même souhaitable. Une relation avec quelques conflits qui émaillent par-ci par-là, lorsque le conflit éclate en vue de franchir un obstacle, en vue d'accomplir un objectif commun, il est tout à fait bénéfique. Mais il existe des situations dans lesquelles le conflit se passe mal. Des situations dans lesquelles, dans un cas de conflit, dans un cadre de conflit, l'une des deux personnes va considérer l'autre comme un objet. Juridiquement, considérer l'autre comme un objet, ça porte un nom, c'est la violence. La violence, juridiquement, c'est quand une personne a considéré l'autre comme un objet et a appliqué de la violence. L'autre n'est plus considéré comme une personne, elle est considérée comme une chose. Et à ce titre-là, la personne agit avec elle comme s'il agissait avec une chose. Ce qu'il faut réfléchir, les choses qu'il faut qu'on se demande, c'est qu'est-ce que ça signifie en fait ? Qu'est-ce que ça signifie considérer l'autre comme un objet ? Considérer l'autre comme un objet, dans ces cas-là, ça signifie considérer que de par notre position supérieure, et on va enfin dire le mot, de par notre position dominante, on est en droit d'agir de la façon qu'il nous entend sur la personne qui est dans la situation inférieure, disons le mot, sur la personne dominée. Et ça, ce sont beaucoup de travaux en sociologie qui nous l'expliquent. Tous les systèmes de domination fonctionnent comme ça. Les systèmes de domination fonctionnent avec un dominant qui applique de la violence physique, psychologique ou symbolique sur un dominé. Est-ce qu'on est étonné que dans le sport, on retrouve autant de problèmes de violence sexiste et sexuelle ? Bien sûr que non. Dans le cadre du milieu sportif, donc on ne va pas parler des violences que des sportifs ou sportives s'infligent les uns et les unes sur les autres, mais on va bien parler des cas qui sont malheureusement extrêmement courants, des cas où des coachs violent, agressent des mineurs ou des femmes. Ce sont toujours eux les victimes ce sont toujours les enfants et les femmes, les victimes de VSS, de violences sexuelles, de crimes sexuels en général. Les hommes sont parfois victimes, c'est assez rare. On est dans une situation où vous avez un coach qui généralement a une carrière, qui a entre ses mains des athlètes qui rêvent d'avoir une carrière. Et déjà là, il y a un rapport d'asymétrie qui est important. Il peut y avoir un rapport de domination qui est fort, basé sur l'admiration. Vous avez d'un côté celui qui a réussi, et de l'autre, vous avez les aspirants et les aspirantes. Dans la quasi-totalité des cas, il existe de très rares contre-exemples, mais le coach est plus âgé. Le coach est nettement plus âgé, il a fait ses preuves, et ça aussi, ça crée un rapport d'asymétrie. Et puis, il y a bien évidemment le rapport au corps. C'est-à-dire que c'est le coach qui détermine ce que le corps de l'athlète est censé faire, est censé produire à l'entraînement, en match, etc. Il y a beaucoup d'autres facteurs qu'on pourrait imaginer. Ça signifie quoi tout ça ? Ça signifie que le sport de haut niveau est réellement un facteur de risque de reproduction de violences sexistes et sexuelles. Alors, les données manquent. On manque énormément de données pour comprendre ce phénomène. On sait qu'il est systémique, on sait que tous les sports sont concernés et on sait que ça concerne absolument toutes les régions du monde. Mais on n'a pas de chiffres exacts. On n'a pas de chiffres exacts pour plein de raisons. On va revenir sur la violence sexuelle dans le sport dans un instant, mais prenons le cas de la Fédération française de football. La Fédération française de football, c'est un organisme qui est chargé de gérer l'équipe nationale, et pour elle, tout roule. L'équipe de France a de très bons résultats en football depuis maintenant une trentaine d'années à peu près. Depuis, oui c'est ça, au moins on va dire 25 ans. Les résultats d'audience sont excellents. L'équipe de France dégage énormément d'argent. Football en général dégage énormément d'argent. Et donc lorsque des affaires arrivent à leurs oreilles, l'édifice ne doit absolument pas s'effondrer, il est couvert. Si on pense la question de la violence dans le sport, il faut penser la question institutionnelle. Les institutions vont absolument tout faire pour se couvrir tant que tout roule. Tant que tout roule, on peut protéger ce genre de choses. Ce sont, à leurs yeux, disons-le, des dommages collatéraux. Oui, d'accord, effectivement, on a eu des entraîneurs qui ont commis des actes de pédocriminalité. C'est vrai, c'est pas bien, mais on les a couverts parce qu'ils faisaient bien leur boulot. C'est la fameuse excuse, c'est la séparation de l'artiste et de son œuvre. D'accord, effectivement, tel cinéaste a violé des femmes, mais il fait quand même des bons films, comme si c'était une excuse. Et évidemment, il n'y a que quelques professions qui sont concernées par cette excuse. Un boulanger demain est accusé de viol, personne ne dira « c'est dommage, il faisait quand même des très bons pains au chocolat ». Allez comprendre pourquoi, dans le domaine du sport, comme dans le domaine de l'art, on tolère ce genre de choses, et on les excuse même. On revient maintenant, du coup, à la question du sport. Les éducateurs, les coachs, sachant pertinemment qu'ils seront couverts,
se retrouvent du coup dans cette situation où ils ont un pouvoir absolument démesuré sur leur athlète. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible d'entretenir une relation saine avec une personne qui pourrait avoir des avantages sociaux que vous n'avez pas, à savoir une personne plus âgée que vous, qui gagnerait plus d'argent que vous, qui aurait été votre supérieur hiérarchique. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que ces relations-là sont nécessairement des relations de violence. Mais ça signifie qu'elles sont des facteurs de risque. Et il faut entendre facteurs de risque exactement de la même façon qu'on parle de facteurs de risque en médecine. Fumer est un facteur de risque du cancer du poumon. Ça ne veut pas dire que si vous fumez, vous aurez un cancer du poumon. Et ça ne veut pas dire non plus que si vous ne fumez pas, vous n'en aurez jamais. Ça signifie simplement que la personne qui fume est exposée à plus de risques du cancer du poumon. Et bien là, il faut le comprendre de la même façon dans le domaine du sport. Exactement de la même façon. La personne qui est dans des circonstances dans lesquelles elle pratique un sport de haut niveau coaché par quelqu'un, qui est dans une position de domination par rapport à elle, c'est un facteur de risque de subir un jour des VSS, de la violence sexuelle. Ce facteur de risque, c'est ce qui fait qu'on comprend pourquoi autant de personnes connues, finalement, sont accusées de viol et d'agression sexuelle. Que ce soit des sportifs, que ce soit des artistes, ces personnes-là sont dans une position de domination sociale totale. Elles ont des ressources sociales, des ressources financières, elles sont plus entourées, des ressources juridiques, etc. qui font que, si elles rentrent dans un conflit avec la personne qu'elles côtoient, elles peuvent abuser de la violence. La violence s'exerce toujours dans la même direction. La violence s'exerce toujours du dominant vers le dominé, sauf quand le dominé se révolte. Mais ce sont des cas qui sont très rares. Le cas Jacqueline Sauvage est un très bon exemple de ça, mais ce sont des cas très rares. Si vous mettez vos enfants dans le domaine du sport de haut niveau, il sera dans une position de domination par rapport à son entraîneur. Et si un jour une situation de conflit est mal gérée et évolue vers une situation de violence, il en sera victime. Parce que la violence s'exerce du dominant vers le dominé. Et lorsqu'on voit la Fédération française de football couvrir ce genre de faits, on se dit que dans leur tête, ils considèrent les violences sexuelles sur les mineurs et sur les femmes dans le milieu du sport comme le prix à payer pour accéder au plus haut niveau. Et ça, c'est dramatique. Et je pense que plutôt que de prendre des exemples de sportifs qui ont témoigné de violences sexistes et sexuelles, c'était nettement plus intéressant de revenir ensemble sur la façon dont on comprend ce que c'est concrètement qu'un conflit qui tourne à la violence et de pourquoi dans ces situations-là, ce sont toujours les mêmes personnes qui sont victimes. Et si l'on élargit la question, en société, les femmes sont moins perçues, moins considérées, elles ont moins accès à l'espace public. La plupart des femmes qui travaillent au foyer ont moins de relations sociales que leur conjoint, puisqu'elles s'occupent des affaires intérieures quand le conjoint travaille. Elles ont moins de ressources financières. Quoi de plus normal que quand il y a violence dans un couple hétérosexuel, la violence s'exerce de l'homme vers la femme. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pourrez retrouver ce podcast en différé sur la chaîne YouTube Sexisme Invisible à partir de lundi prochain. Ce podcast existe grâce à la Fédération La Brèche et grâce aux donateurs de la page Tipeee Le Fou Allié. Si vous souhaitez contribuer vous-même à la production de Sexisme Invisible, vous pouvez participer à son financement. On se retrouve lundi prochain, même heure, pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.